Issu du mouvement international paysan, le concept de souveraineté alimentaire implique le droit pour les populations de définir leur propre politique en matière d'agriculture et d'alimentation sur la base de trois principes, à savoir assurer ou garantir la sécurité alimentaire, changer les règles des échanges internationaux et privilégier l'agriculture paysanne de proximité. La souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est concrètement? Est-elle influencée par les conflits? L'Afrique au sud du Sahara peut-elle y parvenir? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Ici et ailleurs, la souveraineté alimentaire, enjeu de la lutte en Afrique subsaharienne. C'est bien sûr de ça que nous allons parler. Nous allons parler de cela avec Lamine Cissé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, acteur de l'intégration africaine. Merci de répondre à notre invitation. Merci, au plaisir. En face de vous, c'est Dr Michel Babadjide, médecin vétérinaire, initiateur donc de la Maison du Paysan. C'est un concept qu'il va essayer d'expliquer sur ce plateau pour nos téléspectateurs. Bonjour docteur et merci d'être là. Bonjour, merci. Merci de m'avoir invité. Alors, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire sont deux concepts que la population africaine, depuis le 16 octobre, agite. Lamine Cissé, selon vous, est-ce que c'est des notions complémentaires ou distinctes? Sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Moi, je crois que d'abord, c'est distinct. Quand on parle de sécurité, c'est que nous avons de l'alimentation, mais ce n'est pas la sécurité. Quand on parle de souveraineté, j'entends l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il y a des facteurs surnaturels qui peuvent agir sur la sécurité alimentaire. Mais là, moi, je parle de l'autosuffisance alimentaire, puisque avant que je quittais mon Sénégal natal, je venais vers le Bénin en 87. J'ai été surpris de trouver au Bénin qu'avec 100 francs, on a 2 grosses boules de pâtes cultivées par les paysans. Je me suis étonné, parce que contrairement à chez nous, le Sénégal, qui consomme essentiellement du riz, avec 100 francs, on ne pouvait pas acheter un plat de riz. Vous avez ce paradoxe-là. Déjà en 87. Déjà en 87. Vous voyez, ce paradoxe-là est énorme. Donc, j'ai trouvé le Bénin qui était... L'État était pauvre parce qu'il y avait des difficultés sociopolitiques. Les fonctionnaires n'étaient pas payés. Mais avec 100 francs, moi, je vous nourrissais. Voilà l'exemple, le paradoxe. Donc, je crois que c'est en cohérence avec le thème que nous allons développer. Pour moi, il faut l'autosuffisance alimentaire sécurisée. Docteur Babadjide, souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire, vous en faites un lien? Oui, pourquoi pas. Et comme il le disait, souveraineté alimentaire, pour moi, c'est peut-être la non-dépendance alimentaire. Et ça peut être niveau personnel, ça peut être niveau même communal, ça peut être niveau pays, quoi. La non-dépendance, c'est-à-dire vous produisez tout ce que vous décidez, vous produisez tout ce que vous voulez consommer dans le pays et dans une logique d'autosuffisance alimentaire niveau personne, quoi. Parce qu'on peut atteindre la souveraineté alimentaire par la production de 10 personnes. Un pays peut atteindre la souveraineté alimentaire par la production de 10 personnes, et ça, c'est le cas des pays industrialisés. Mais quand on a un pays essentiellement agricole, on doit chercher à atteindre la souveraineté alimentaire par la production des 70% de la population qui n'ont pas d'usine où travailler, mais qui n'ont que d'usine que leur terre, quoi. Et la sécurité, oui, pour moi, c'est la garantie. C'est la garantie, la disponibilité de l'aliment, et pour que, quelles que soient les catastrophes, on puisse en avoir accès. Alors, vous parliez de 10 personnes, en exemple, 10 personnes qui peuvent travailler à la souveraineté alimentaire. Ça voudra dire simplement qu'ils peuvent décider du choix de la production. Mais est-ce que c'est le cas généralement? Non, c'est au fait l'orientation qu'on donne. Et on peut, quand je dis 10 personnes peuvent produire pour tout un peuple, avec la haute mécanisation, on peut produire des quantités effroyables par une petite quantité de personnes. Mais là, le problème qui va se poser, c'est où les autres vont trouver l'argent pour avoir accès à cette nourriture-là. Et c'est là les schémas des grands pays industrialisés, puisque la grande partie est dans les usines et il n'y a qu'une petite partie pour les travaux agricoles.
Mais ici, en Afrique, les 70% sont dans les villages. Vous voyez, donc, on ne peut même pas adopter des modèles comme ça. On ne peut que atteindre la souveraineté par l'autosuffisance alimentaire de chaque paysan et qui vend le surplus pour combler les déficits nationaux. Et pourquoi pas ne pas prendre un marché ne pas prendre une partie du marché sous-régional ou du marché mondial. C'est un rêve. Les populations, les paysans, depuis la Casamance, votre région, jusqu'au Bénin que vous avez visité à travers le Togo, le Ghana aussi, est-ce que vous pensez que les paysans ont le choix des cultures? Est-ce qu'ils décident d'eux-mêmes? Non, il faut qu'ils décolonisent la politique agricole. Il faut décoloniser totalement. Parce que vous savez, le Sénégal, Dakar est la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc à partir du Sénégal, où les stratégies sont élaborées, nous, ils nous ont dit au Sénégal qu'il faut cultiver beaucoup d'arachides pour les besoins de l'industrie. À cette époque, c'était contextuel. Et la culture céréalière était mise de côté. Ce qui veut dire que les 90% de nos besoins en céréales, c'est l'exportation. On importait du moins. Et c'est les commerçants. La bourgeoisie, elle est au niveau de la ville. C'est les commerçants qui s'enrichissaient parce qu'ils amenaient le riz. Il y avait le monopole déjà. Donc les paysans, c'est ce qui a favorisé ce qu'on appelle l'exode rural. Les paysans finalement fuyaient les villages pour venir vers les campagnes. Quand le président Wade est venu, il a créé ce qu'on appelle la Guana, la grande offensive agricole nationale pour l'autosuffisance. Et là aussi, il a mené cette politique-là. Il s'est rendu compte que les intermédiaires ont bouffé tout l'argent, au lieu que l'argent aille vers les paysans. Mais quand je prends l'exemple du Ghana, et l'exemple du Bénin même, vous savez, les acquis d'une révolution, la révolution, c'est la gouvernance populaire. La démocratie que nous exerçons aujourd'hui, c'est la dictature de la minorité. Vous prenez Rawlings qui a créé la révolution, il a créé la banque agricole. Et il a donné la possibilité aux paysans les plus pauvres de venir faire des prêts et de se gérer au niveau des champs. Mais le Ghanéen mange, il transforme, il exporte. Au Bénin, quand je venais, je vous ai donné l'exemple là. Jusqu'à présent, je mange la pâte béninoise, c'est cultivé. Alors, je suis en train de dire qu'il faut décoloniser la politique agricole pour l'adapter à la politique agricole réelle qui va créer les conditions d'autosuffisance alimentaire. Docteur Papadjide, vous êtes médecin vétérinaire, vous avez inventé, initié la maison du paysan. C'est quoi ce concept? Bon, la maison du paysan, c'est juste une remise en cause du système académique qui enseigne qu'on ne doit pas élever plusieurs espèces ensemble et qui nous enseigne le modèle occidental, le modèle de l'industrialisation. Vous êtes dans la vision de la ministre qui pense qu'il faut décoloniser l'agriculture? Pourquoi pas? Ce n'est pas anodin tout ça, que le cadre africain soit formé pour devenir agrégé. Ce n'est pas pour les besoins nationaux de développement, c'est pour les intégrer dans un besoin colonial qui voulait mieux gérer la post-colonisation. Et l'université n'est pas pour développer nos pays, c'est pour nous importer, c'est pour faciliter les importations des connaissances extérieures. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances de l'extérieur qui sont valorisantes, mais il y en a qui étouffent le développement, quoi. Et donc, si vous n'êtes pas adapté, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas intellectuel, vous ne pouvez pas lire dans les livres. Mais on n'a pas besoin de lire dans les livres pour créer. On a juste besoin de lire dans la nature. Et nous avons une population qui est à 90% analphabète et qui est dans une pratique qu'on devrait améliorer. Mais tous les systèmes qui se sont succédés n'ont pas pensé à cette amélioration. Ils ont même dégradé la production paysanne, quoi. Avant les indépendances, il n'y avait pas la pauvreté, il n'y avait pas le chômage, il y avait l'abondance alimentaire. Et c'est ça que lui, il est venu rattraper en 1987. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ça se dégrade. Parce que les normes industrielles tuent les normes traditionnelles. Par exemple, on nous a enseigné que pour avoir des œufs fécondés, il faut 6 poules et 1 coq. 6 poules et 1 coq, mais on n'a pas ajouté que c'est dans les conditions industrielles. Mais quand vous mettez 6 poules et 1 coq au village, quelques semaines après, toutes les poules vont couver. Et quand la première va sortir les poussins, le coq va tuer tous les poussins.
parce que lui, il a besoin d'accoupler 25 fois par jour. Donc, des normes comme ça, quand on a imposé ça à des paysans dans les villages, on a tué l'élevage traditionnel de volailles. Nous, on est passé à 15 poules pour un coq. Parce que quand 5 poules seraient en train de couver, 4 ou 5 seraient en train de garder les poussins, il y aura cette permanence de 6 poules autour du coq et ça baisse sa nervosité. Vous imaginez quand lui, il doit sortir, il doit s'accoupler 25 fois et qu'il n'arrive même pas à le faire une seule fois. Il tue tous les poussins dans cette logique de raison du plus fort. Vous voyez, ici, on n'a pas accès à la couveuse. Donc, il faut élever les pintades et les poulets ensemble. Les paysans l'ont toujours fait parce que... C'est que la science déconseille. On ne doit pas associer deux espèces à la fois. Ensemble. Alors qu'ici, les pintades sont de très bonnes couveuses et de très bonnes pondeuses et de mauvaises couveuses. Les poules locales sont de très bonnes couveuses et de mauvaises pondeuses. L'association poule-pintade favorise la production des pintades et des poulets. Vous imaginez, ça dit c'est des choses simples, mais ce n'est pas leur faute. On nous a moulés dans un système européen qui essaye de former ces prototypes, quoi. Lamine Cissé, vous avez suivi donc cet exemple, par exemple, ça se passe dans le Bénin, et c'est lui qui est d'ailleurs initiateur d'une telle initiative. Est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser cela? Oui, je crois qu'il faut de la communication et de la volonté politique. Parce que souvent, le politique ne favorise pas des initiatives à la base. Et c'est ce qui est important. Son explication est tout à fait plausible. Hein. Vous savez, nos cadres et les intellectuels, ils prennent que des références à l'extérieur, hein, dans tous les domaines. Ils font des communications et les citations qu'ils font, c'est les autres. Là. Nous, Africains, on n'a jamais pensé, on n'a jamais créé. Alors qu'il y a l'existant. Nous avons des fondamentaux ici qui ne sont jamais revisités. Ce monsieur, c'est un exemple, bon, je souhaiterais voir ça, mais je pense qu'il est endogène. Il faut créer ce qu'on appelle le développement endogène. Puisque dans les villages, on le voit, hein, les poules, ils sont ensemble. Mais maintenant, nous suivons que des critères scientifiques qui nous ont été imposés de l'extérieur. C'est pourquoi je parle de la décolonisation agricole, pour que nous puissions sentir que nous ne sommes pas des suivistes, nous sommes en train de créer à partir de nos relations. Parce que les environnements socioculturels, les environnements même ne sont pas les mêmes. Lorsque vous parlez par exemple de la décolonisation alimentaire, de la politique agricole et autres, est-ce que vous pensez qu'avec le nombre de bouches à nourrir sur le continent, on peut se fonder sur nos techniques agricoles aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins? Non, je n'ai pas parlé de techniques agricoles. Les techniques agricoles, je crois qu'il faut commencer par les paysans qui sont à 70% producteurs. Il faut que l'État s'investisse à créer les conditions à ces paysans-là pour aller de l'avant. J'ai donné l'exemple de Rawlins qui a créé une banque agricole et chaque année il fait la fête nationale agricole. Il a fait la promotion des agriculteurs traditionnels et qui sont devenus de grands agriculteurs. Et vous prenez Houphouët-Boigny par exemple, quel que soit l'enjeu, quel que soit son impact sur la division des populations en Afrique, mais chez lui, il a orienté très tôt les populations vers les terres. Aujourd'hui, grands producteurs de cacao, des grands planteurs, vous allez en Côte d'Ivoire, le villageois, il est milliardaire. Il n'a pas besoin de venir en ville. Vous lui dites, est-ce que vous voulez être ministre de la République? Il dit, pourquoi? Moi, la terre me nourrit déjà, ça suffit. La terre ne m'a pas nourri. Et nous avons suffisamment de terre. Quand tu regardes le potentiel terre, hein, vous imaginez, je dis souvent, il n'y a aucune industrie sur la terre qui dépasse la terre. Vous prenez une graine de maïs, vous confiez à une terre. 3 mois après, vous revenez. Cette graine vous donne 1000 graines. Je dis 1000 graines. Le maïs donne 1000 graines. Le blé, une graine de blé en 5 mois donne 2500, 2800 graines. Une seule graine. Si vous mettez 100 graines de maïs à terre, vous avez 100 000 graines en 3 mois. Ça fait 100 000% de rendement. Mais on n'a pas enseigné l'agriculture aux agronomes de cette manière-là. On nous a enseigné l'agriculture en dévaluant la terre, en dévaluant la fonction paysanne. Et du coup, tout le monde veut devenir accoyer. Alors que, je te dis, dans un rendement, je préfère être au service de quelqu'un qui me permet d'avoir un rendement de 100 000% en 3 mois. Vous voyez, si tout le monde pourrait comprendre ça, regardez un bananier debout, un manguier debout, c'est un noyau qui est allé en terre pour donner des milliers de mangues tous les ans.
et pendant 20, 40 ans. Au fait, il faut prendre conscience de ce que c'est que l'agriculture, de ce que c'est que ce potentiel, quoi. Et donc, ça, les cultures OGM, ça, les techniques... OGM. Les OGM, c'est de l'aberration. Il faut d'abord qu'on commence par mieux utiliser nos terres. Les terres, on les a appauvries. Vous voyez, les pays africains ont mis en place des systèmes d'administration qui grugent, quoi. Tous les pays, ils grugent du haut vers le bas. Les États grugent les fonctionnaires à leur payer un mauvais salaire. Les fonctionnaires à leur tour grugent l'État par la surfacturation, la corruption et les projets dits de lutte contre la pauvreté. Mais qui, au fait, ne lutte contre la pauvreté des cadres? Les deux se mettent ensemble pour gruger les paysans en achetant moins cher leur production. Les paysans, à leur tour, grugent la terre en tirant de la terre toute leur production sans rien donner à la terre. Ils tirent de la poule toute sa production sans rien donner à la poule mère. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? La terre arrête de donner de la production. La terre se met en grève comme les fonctionnaires grèvent. Vous voyez, les poulets se sont mis en grève, les animaux se sont mis en grève et ils sont allés jusqu'à réduire leur masse corporelle pour s'adapter à la misère que les paysans leur ont imposée. C'est le diagnostic de la pauvreté. Et si on veut renouveler, si on veut changer la tendance, il suffit de retourner à la terre ce qu'on lui a volé. Et la terre nous le dit tous les jours. Quand vous mettez de l'ordure quelque part et que vous allez semer là-dessus, vous avez un rendement exponentiel. C'est-à-dire, c'est le mode de gouvernance agricole qu'il faut changer. Donc vous êtes dans la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se transforme. Vous imaginez, on a des paysans africains, béninois. Tous les paysans africains à peine travaillent 3 heures par jour et 5 mois dans l'année. Ils ont 7 mois de vacances et 21 heures libres dans la journée. C'est aberrant. Pourquoi ne pas leur confier des troupeaux de moutons, des troupeaux de bœufs, des poulaillers à gérer pour l'économie nationale? En principe, chaque paysan doit être un promoteur de richesse pour le pays. Et les étudiants, on les déconnecte des champs. Alors, on prend, je disais au recteur la dernière fois, quand on a sorti l'élève de son village, il avait 5 ans. 6 ans au cours primaire, il aurait pu produire 3 tonnes de maïs, il n'a pas produit, il a mangé. 7 ans au cours secondaire, il devrait produire 7 tonnes. Il n'a pas produit, il a mangé. 4 ans à l'université, il devrait produire 10 tonnes de maïs. Il n'a pas produit, il a mangé. Et derrière chaque étudiant qui a la maîtrise, il a 20 tonnes de maïs qu'il doit au village. Mais avant, quand on lui donnait le diplôme, il avait la possibilité de gagner de l'argent et de retourner quelque chose au village. Aujourd'hui, il est dans la rue. Et ça me porte à dire que le système éducatif est un système mercenaire pour tuer l'économie nationale. On ne peut pas engraisser des vaches et les laisser dans la nature. Quand vous formez quelqu'un, c'est pour une fonction. Quand vous formez quelqu'un, c'est pour des besoins économiques. Mais ici, on forme et on jette. Ouais, c'est pas logique. Non, c'est-à-dire que ça vous révolte. Je veux le joindre dans son raisonnement, c'est extraordinaire. Puisque, bon, moi je suis en train d'apprendre, c'est lui qui est l'expert. Moi, c'est l'expérience que j'amène sur le plateau. Mais il a posé le problème de la maîtrise de l'eau. Les paysans, ils sont au Sénégal, par exemple. Le paysan travaille 3 mois et il est au chômage pendant 9 mois. Il s'assoit à la maison parce qu'il pleut une seule fois dans l'année et c'est pendant 3 mois. Donc il y a un problème de maîtrise de l'eau. C'est-à-dire que le potentiel eau qui est souterrain et qui coule au Sénégal, si nous maîtrisons, nous pouvons cultiver à toute saison, toute l'année. Et nous avons suffisamment de terre. Au Sénégal, il n'y a pas de montagne, il n'y a rien. Le problème de maîtrise de l'eau se pose. Vous prenez la Centrafrique. Il y a des endroits où il pleut 9 mois dans l'année, constamment. Mais on en fait quoi? Nous n'avons pas un problème de terre en Afrique. Il y en a suffisamment. On a un problème de mental. Il y a un problème de gestion et de vision. Maintenant, parlant de techniques agricoles, par exemple, Dr Babadjiri est contre les produits génétiquement modifiés qui, quand même, fructifient et participent d'abord à un bon rendement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit arrêter ça? Nous pouvons développer nos produits endogènement non modifiés. Nous pouvons les développer en Afrique. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Mais ce qu'il faut constater, regardez. Ça accroît quand même la production. Oui, mais nous, c'est pas ça qui va accroître notre production. Nous, ce qui va accroître, c'est de la volonté politique et de l'engagement de l'État à aider, à mettre tout le monde dans ce travail-là. Mais il y a des aides alimentaires qui nous viennent chaque année pour compenser. C'est ce qui n'est pas normal. Vous savez ce qui amène tout ça là? Il a dit
en parabole, en faisant un schéma qui est formidable, de la pyramide du haut en bas. C'est le système qu'il faut briser, le système qui nous permet d'aller chercher les financements ailleurs, alors qu'on a toutes les richesses du monde chez nous. Ce système impérialiste qu'il faut briser. Vraiment, je félicite nos chefs d'État qui se réunissent finalement pour dire qu'ils veulent créer la zone monétaire ouest-africaine, qui est dans le programme, mais ils sont engagés à aller plus rapidement. C'est très bien. On a des boulots de développement qui nous tiennent, qui ne nous permettra pas de faire notre politique de développement. Il faut avoir sa politique monétaire, avoir sa politique agricole, etc., etc. Regardez par exemple, on parle de la terre, n'est-ce pas? Quand on parle de l'agriculture, c'est l'élevage et tout. Prenez nos ressources halieutiques. Comment c'est pillé? On ne trouve même pas du bon poisson à nous nourrir. On a une côte comme ça, mais on n'a pas une entreprise de pêche ici, au Bénin. On n'a pas. Et toute cette côte-là est libre, il n'y a pas d'entreprise de pêche. Vous trouvez ça comme une aberration? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais les pêcheurs viennent de l'extérieur pour pêcher dans nos eaux. Mais on a des chômages. On a nos pêcheurs au chômage. Vous savez, ça dit que c'est une chaîne qui est liée. Je vous ai donné l'exemple, j'ai dit, vous prenez le Sénégal, par exemple, un pays de pêcheurs. Avant, les Sénégalais, il va à 100 mètres, la pirogue est pleine, ils viennent. Les gens sont venus avec les bateaux, ils ont vidé. Finalement, ils ont transformé la pirogue en bateau pour transporter les gens vers l'Europe là-bas. Ouais, pourquoi pas. C'est les conséquences dramatiques. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut briser ce système d'esclavage économique. Il faut que nos chefs d'État prennent leurs engagements. Mais regardez par exemple le Japon. Le Japon a quelle terre? Le Japon a quelle terre? Il travaille quand même à dimension industrielle. Vous êtes contre aussi les aides alimentaires? Israël a quelle terre? L'aide alimentaire, par exemple, je prends le meilleur cultivateur d'un village. Il fait peut-être 50 hectares tous les ans. Et je me présente devant lui pour dire, je te donne du riz tous les ans. Je te donne 4 fois ta production tous les ans. Si jamais il accepte, il est mort. Parce qu'il a choisi la facilité, il ne va plus cultiver. Et quand on va lui donner du riz pendant 10 ans et on va le menacer d'arrêter, il devient esclave. C'est tout. Sinon, au fait, la question est plus profonde que ça. Quand tout un pays, quand tout un continent adopte comme logique et comment on appelle, les besoins fondamentaux, au pronominal, vous voyez, c'est se nourrir, alors, se loger, se soigner. C'est dangereux. Parce que quand on éduque l'étudiant dans se nourrir, il grandit, c'est où trouver l'argent pour manger, où trouver l'argent pour me soigner, exactement. Où trouver l'argent pour construire une maison, pour envoyer mon enfant à l'école. Les Africains raisonnent comme ça. Si on pouvait même interpréter se nourrir niveau État, c'est ça qui équivaut à l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand l'État dit « je me nourris », c'est ça la souveraineté alimentaire, c'est ça l'autosuffisance alimentaire niveau pays. Mais nos États africains n'ont pas assimilé se nourrir dans ce sens. Alors que les autres, ils sont dans la logique de nourrir. Nourrir, on nourrit le village, on nourrit le pays, on nourrit le continent. À partir du moment où le Bénin va dire « je nourris le continent », donc quand il va sortir de la logique se nourrir pour rentrer dans la logique nourrir, il pourra d'abord combler les besoins intérieurs de son pays, et prendre une grande partie dans le besoin mondial. Et les hommes sont là. On a le potentiel humain, on a le potentiel terre, on a de l'herbe et on n'a pas de bœufs à nourrir. On a des jeunes au chômage alors qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire. On a des agronomes qui chôment. Des agronomes d'ailleurs qui n'ont pas de champ. Alors, on ne peut pas former des agronomes qui n'ont pas de champ. Il faut changer le système pour que nous puissions... Mais il faut se fixer des objectifs. Il faut que nos gouvernants, dans leur politique de développement, commencent par nous quantifier les résultats. Par exemple, pour le Bénin, on a dit 400 000 tonnes de coton. Mais je n'ai pas vu combien de tonnes de riz on doit produire. Combien de tonnes de soja on doit produire? Combien de têtes de bœuf le Bénin doit produire? Je n'ai pas vu ça. Moi, j'attends. Moi, je veux produire 50. Moi, je veux produire 100 hectares. Où je vais trouver les ressources pour produire? Le paysan qui veut partir de demi-hectare à 10 hectares, comment il fait? Mais tout le monde est au chômage. Mais il faut que les gens travaillent pour que le pays puisse... Écoute, je dis, si 5 millions de paysans donne 100 poulets supplémentaires à l'économie, apporte 100 poulets supplémentaires à l'économie, et que le poulet est vendu à 2000 francs, ça fait 2000 milliards.
2000 milliards. Et chez nous, ici, à la maison du paysan, je dis avec 10 poules, on fait 300 poulets vivants en 6 mois. La norme dans le continent, c'est 20, 30 poulets par an, s'il a 10 poules. Moi, je fais 300 poulets vivants en 6 mois. Chez moi, les poules couvrent 20 œufs. Elles gardent 50, 60 poussins à la fois. Quand 4 poules font les poussins, c'est une poule qui les garde. Elle n'a pas le droit de les taper. Et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Je dis, c'est le rêve de tous les paysans africains. C'est un savoir qu'on doit promouvoir. Même au pays... Et vous pensez qu'à dimension nationale et africaine, on peut le faire? Comment? Moi, je le fais déjà dans les autres pays. Bon, je le fais ici. Déjà, il y a la GIZ qui est en train de me soutenir. GIZ, oui. Oui. Elle vient de me recruter un assistant. Vous imaginez, moi, je ne me retrouve plus béninois. La politique agricole vient de l'Allemagne, ça vient de la Belgique. Mais alors que nous avons des cadres ici, nous pouvons réfléchir, on doit s'asseoir pour dire mais quels sont les besoins intérieurs, quel est le potentiel qu'on a, quel est le niveau de perfection de nos ressources, comment les perfectionner. C'est là la recherche va intervenir. Mais non, c'est pas logique. Nous sommes dans le cadre... Lamine Cissé, voilà autant de sujets sur lesquels la plupart du temps vous interpellez les gouvernants. Mais pourquoi véritablement ne prend pas conscience au niveau étatique pour que ça change? Non, la conscience, elle est là. Le problème est que nous sommes dans un système qui nous tenaille. Il faut qu'on se débarrasse de ce système-là. L'exemple... Qui va le faire? La jeunesse ou non, mais la jeunesse prend de plus en plus conscience. Et la jeunesse constitue un groupe de pression très terrible parce que la demande sociale, elle est forte aujourd'hui. Et la gouvernance, aujourd'hui, elle est générationnelle. Vous voyez, il n'y a pas plus de 2 semaines, moi, mon gouvernement a amené 13 ministres en conseil des ministres avec les Français là-bas, en France. Présidé par le ministre français. Et pour nous dérouler le tapis rouge, parce que le Sénégal va produire en 2021 beaucoup de pétrole et de gaz. Et ils ont des contrats faramineux, parce qu'en fait, on a voulu que ce potentiel serve les Français mieux que les Sénégalais eux-mêmes. Vous savez, dans ce système-là, comment on peut élaborer une politique agricole adéquate et sérieuse? C'est pas possible. Il faut que les ressources restent pour les Africains. Il faut que les ressources nous servent. Mais on nous dit aujourd'hui que le monde est planétaire, donc plus rien n'est plus sénégalais, c'est béninois, c'est africain. Mais les Chinois n'ont pas les mêmes types de coopération. Il faut voir dans tous les pays africains où les Chinois mettent le pied, l'autre partie du monde font tout pour créer le problème à ce président-là qui a amené les Chinois. Parce que c'est la coopération gagnant-gagnant. Vous savez, nous n'avons rien contre les Blancs. Hein. Nous avons quelque chose contre le système. Parce que les Blancs, là, il y a les Blancs qui se battent à nos côtés pour notre propre développement. Il a donné un exemple, il parle de la Suisse. C'est un exemple. De l'Allemagne. Parce que, vous savez, il y a le monde est gouverné par une minorité de personnes qui, au niveau des Nations Unies, c'est eux qui font la loi. Partout sur la gouvernance économique mondiale, c'est eux qui font la loi. Et la grande majorité, l'Assemblée nationale même des Nations Unies, le droit de veto, c'est la dictature du monde sur les plus faibles. Il faut qu'on se départisse. Peut-être que c'est d'actualité. Parce que tant qu'on n'allait pas, n'est-ce pas, cette corde de l'esclavage économique de notre cou, nous ne pouvons pas nous affirmer en tant qu'Africains et aller vers le développement endogène. Parce que tout doit partir de la base vers le sommet. Mais ce n'est pas des gens porteurs de vestes qui veulent amener des développements par le verbe, par les mots, c'est par le travail. Il est déjà dans l'action, lui. Il devait avoir un soutien dans l'action qu'il est en train de faire. Alors, parlant de soutien, quel est l'apport des autorités de votre pays, Dr Babadjili, dans tout ce que vous êtes en train de développer à ce jour? J'espère que ça viendra. L'expérience date de combien d'années déjà? Mais j'ai commencé l'expérience de 10 poules, 300 poulets vivants en 6 mois, de la maison du paysan. Ça fait maintenant 19 ans. Et jusque-là, ça va venir? Non, ça fait 22 ans. Et pendant 17 ans, je suis resté dans l'opposition scientifique et traité comme tel. Ce n'est qu'en 2012 que l'Institut national des recherches agricoles a validé le concept et l'a recommandé à la vulgarisation tout de suite. C'est le ministre, comment on appelle, l'ancien directeur de l'INRAB, qui est devenu ministre de l'Agriculture maintenant, et docteur Koudandé. C'est lui qui a présidé la commission qui a validé le concept maison du paysan. Et mais on est encore, moi j'attends toujours
J'attends toujours que mon pays décide. Mais dans cette attente-là, moi, je suis déjà dans les autres pays. Les autres pays m'appellent. Je fais 2 semaines de consultation ici, 1 semaine, 1 mois là-bas. Je tiens le coup. Je dis, à défaut d'être béninois, je serai africain. Je suis africain. Mais je suis citoyen du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas forcément les Béninois qui viendront développer le Bénin. Je vous dis, les Allemands, les Suisses, les autres, les Belges sont ici pour développer le Bénin. Mais il faut que nous prenions conscience que nous avons une souveraineté, nous avons un profil à défendre, que nous avons une histoire, un présent et un avenir pour nos enfants, quoi. Il faudrait qu'on cesse de nous tromper avec les mots. L'aide au développement n'est pas de l'aide pour le développement. Ouais. L'aide au développement, c'est de l'aide au développement. Et à quel développement ça s'entend dans le concept, quoi. Il nous faut de l'aide pour le développement, de l'aide pour organiser l'économie, quoi. Mais pour le faire, il faut qu'on commence par rêver, quoi. Il faut que nous-mêmes, nous fixions des objectifs quantitatifs, qualitatifs, clairs. Donc, il faut un mea culpa, finalement. Il faut que le cadre sorte de son cadre, quoi. De son, comment on appelle, de sa féodalité scientifique. Il faut qu'il sorte de une agrégation qui n'est valable que dans grand air, quoi, pour s'ouvrir à l'intelligence situationnelle. On a des agrégés au village qui sont imbattables dans leur domaine, simplement parce qu'ils n'ont pas été à l'école formelle, ils ont été à des écoles. Ils sont imbattables. Et quand vous prenez l'agrégé de l'université, vous le mettez sur le plan conjugal, il est nul. C'est-à-dire, il est agrégé en sociologie de la famille, mais incapable de gérer une femme de 18 ans sous son toit, au moment où le paysan en agrège 4-5 et gère en paix. Le général d'armée, il met les colonels au garde à vous, mais il est incapable de gérer une femme de 18, souvent incapable de gérer une femme de 18 ans sous son toit. Il faut qu'on quitte grand air et qu'on valorise tous les autres ensemble. 1 plus 1, ça donne 2, d'accord, mais c'est dans grand air. Il faut qu'on commence par dire c'est dans grand air. Au-delà de grand air, il y a 1 plus 1 ça peut donner 6. Si on est dans l'ensemble grand F de la famille, un père et une mère, le mariage, c'est 1 plus 1. S'ils ont 4 enfants, ça fait 6, non? Quand je prends une graine plus une terre, c'est 1 plus 1, non? Ça donne 1000 graines. C'est dans l'ensemble grand terre, dans l'agriculture. Mais on ne peut pas gérer l'agriculture dans un domaine de définition qui n'est pas le sien. Absolument. Donc la question est simplement... c'est tellement simple qu'il faut sortir de ce cadre. Il faut que les cadrés, les élites cadrées sortent de leur gond. Il faut aussi que les pays qui nous dominent comprennent qu'on peut créer sa prospérité sur le malheur des autres. C'est bien. Mais c'est mieux de créer sa prospérité sur le bonheur des autres. Parce que quand le paysan va passer de 100 000 francs de revenus annuels à 1 million, il va s'acheter plus de modernité. Allô? Et cette modernité qui viendra encore pour un grand temps de là-bas. Il faut qu'ils comprennent qu'en nous maintenant dans cette logique-là, ils perdent. Ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas développer leur marché si on ne passe pas d'un niveau A à un niveau B. Eux aussi, ils vont stagner. Lamine Cissé, voilà autant de démonstrations de la part du médecin vétérinaire qui a quitté, lui, le carré des cadres pour se retrouver dans une autre dimension agricole, bien sûr, avec le bradage aujourd'hui des terres en Afrique, surtout. Ouais. Est-ce que vous pensez que son rêve peut être atteint? Oui, c'est-à-dire le problème du foncier pose un problème. Parce que souvent, on donne les terres aux multinationales qui ont des ambitions, je dirais, mercantiles. Hein? Parce que qu'est-ce qu'ils nous apportent, c'est employer des gens qui payent 100 000 francs, 150 000 francs par mois. Ça, ce n'est pas un facteur de développement. Vous savez, Thomas Sankara a développé le concept de la haute volta à quoi? Il n'a pas de mer. Là, il pleut très difficilement. Mais avec la révolution populaire, il a pu mettre dans la tête des gens qu'il faut changer de mentalité. Le développement, c'est vous-même. Donc, il faut qu'on aide aux populations à comprendre qu'il faut consommer. Il faut être fier d'être soi et consommer local. La consommation locale, ce que ça amène en termes d'économie pour le pays, c'est exponentiel. Quand vous vous habillez local, vous donnez, l'argent reste dans le pays. Vous mangez dans votre assiette. Je veux paraphraser Valentin Agua, c'est un autre béninois qui fait la fierté africaine. Valentin Agua qui dit... Agon, ouais, qui dit aux Africains,
regardez dans votre plat que vous mangez. Est-ce que ce que vous mangez là, c'est produit là ou c'est venu à l'extérieur? C'est extrêmement important. La métaphore, elle est instructive, c'est éducative. Donc, les multinationales sont en train... Oui, Thomas Sankara également. Il a dit aussi, oui, la colonisation, c'est dans vos plats déjà. Exact, exact. Donc, il faut que nous-mêmes, que cette révolution soit dans la tête et que ça soit endogène. Maintenant, les multinationales, là, nos terres, là, parce que si on ne les règle pas maintenant, ça va créer une révolution après. Parce que les Africains auront besoin de leurs terres. Nos enfants demanderont où sont nos terres. Et ça va créer une révolution. Et c'est la première richesse, et c'est la richesse éternelle, c'est la terre. C'est ce que donc, vous êtes d'avis avec Mugabe qui a chassé à un moment donné les fermiers blancs de son pays? Je suis d'avis. Peut-être la manière de le faire, peut-être qu'il a une manière contraignante. Vous savez, Mugabe, lui, l'Afrique du Sud, également aujourd'hui, vous voyez, j'ai vu une image où le blanc est en train de manger dans la rue. Ils ont fait ça tout simplement, peut-être pour montrer que les Africains étaient... Mais je crois que ce n'est pas pour faire mal à un blanc ou pour faire mal à un Africain. Le problème, c'est de briser le système qui déshumanise quelqu'un. Vous savez, tout à l'heure, le docteur a dit dans sa théorie que la lutte contre la pauvreté, Dieu même a créé la pauvreté étant une dynamique de l'existence. Parce qu'il faut que les deux entités cohabitent pour que le monde existe. Mais nous n'avons pas créé des pauvres, on a créé des misérables. Nous sommes en train de lutter contre les misérables. Les gens qu'on a mis dans des conditions inhumaines. La pauvreté, c'est que le minimum doit être garanti pour un pauvre. Mais nous, on met des gens qui mangent le matin et le soir, ils vont boire de l'eau pour dormir. S'ils sont malades, ils sont morts. Ils ne peuvent même pas se soigner. Ça, c'est la misère. Dieu n'a pas mis ça sur terre. C'est nous-mêmes. De notre main, nous avons déséquilibré la gouvernance mondiale. Sinon, Dieu nous a contré. Ce n'est pas lui qui va descendre et faire ça à notre place. Il nous a confié ce monde-là pour que chacun se sente appartenant à ce monde-là. Et nous n'avons pas accompli cette mission-là. Docteur Babadjide, suivant vos explications, on a l'impression que tout le monde peut devenir paysan. Non, mais on est d'abord de culture paysanne. Regardez tous les fonctionnaires. Ils peuvent aller à la Banque mondiale, ils peuvent aller n'importe où. Quand ils voient la retraite, ils retournent à la terre. Chasser le naturel et revient au galop. Mais la fonction paysanne n'est pas une fonction péjorative. Ah bon? Je suis paysan. Moi, je suis paysan. Vous êtes fier de le réclamer? Je suis paysan. Quand vous allez en Europe, vous dites paysan. Je suis paysan. Mais viens me voir chez moi. Il n'y a pas, en principe, une autre profession qui peut dépasser la profession paysanne. Il n'y a pas. Seulement, que valent nos productions? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment on s'organise, comment on valorise nos productions? La question est là. Le problème de terre, là. Et pourquoi le Bénin se bat contre le Nigeria, contre le Niger, pour dire nos frontières, tout ça? Pourquoi? Je ne comprends pas si on doit vendre les terres à l'intérieur aux autres. Allô? Moi, je ne comprends pas. La terre, en Chine, par exemple, je remercie, il n'y a pas que mauvais dans le système des cadres. Hein. Et il y a des cadres qui sont encore intègres. Et c'est là où je veux remercier Bon, en tout cas, un cadre m'a proposé pour un voyage en Chine. J'y reviens, ça fait trois semaines, quoi. Je dis le ministre Toussoui, quoi. Il m'a proposé pour un voyage en Chine. Les Chinois, la terre appartient à la Chine. On ne vend pas la terre en Chine. La terre appartient à l'État. Ça n'appartient même pas à l'individu. Mais ici, ça appartient à des collectivités. D'accord, protégeons ces collectivités. Défendons-leur de vendre la terre. Ou bien laissons-les peut-être, aidons-les à s'organiser. Ce sont les cadres même au niveau supérieur qui leur proposent de vendre cette terre-là. Non, même si le village vendait au cadre du village, alors ça reste pour le village, quoi. C'est-à-dire, mais il faut valoriser la terre. Il faut éduquer les gens pour que les gens comprennent ce que c'est que la terre, ce que c'est qu'une graine, ce que c'est que le paysan. Il faut organiser. Bizarrement, vous voyez, quand on vous a formé dans 100 moins 1 égale 99, allô?
vous ne pouvez pas faire le développement. Parce que le développement, c'est 1000 moins 1 égale 0. Quand il manque un élément, le développement ne peut pas donner quoi. Mais 1 milliard pour élever la volaille, les bœufs ou bien n'importe quoi, et oublie de faire une seule vaccination. Tes 10 milliards vont donner 0 quoi. Fais ton labour, il faut labourer 1000 hectares. Et ne sème pas à temps. Ça va donner 0. Tu recommences à 0. Donc, c'est la perfection qui crée l'agriculture, qui crée la vie, qui crée le développement. Il faut que nos cadres arrêtent de faire les choses à 10 sur 20. C'est-à-dire, la logique de développement, c'est 1000 moins 1 égale 0. Si tu ne mets pas le 1 qui manque, tu n'as plus rien, tu ne retrouves plus rien. Ça se passe comme ça. C'est son domaine de définition, ça. Ce n'est pas grand air. Mais il faut qu'on se réveille. Il faut que le cadre se réveille. Il faut qu'on redéfinisse les choses et qu'on éduque compte tenu des besoins économiques. Quoi. Moi, je ne sais pas comment on peut avoir une université qui sort des milliers de jeunes tous les ans et qui les livre au chômage. Après, on va dire, bon, on fait un programme d'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'entrepreneuriat agricole. Les gens élèvent les poulets. Les gens élèvent et les gens produisent du riz et vous importez du riz pour casser le prix du riz. C'est pas logique. C'est tout. Il faut repenser les choses. Il faut que l'on aille au mea culpa. Nos petits intérêts, même si c'est grand, ça demeure petit devant l'intérêt de la nation. Il faut que le père commence par se regarder pour dire, avec toute ma force, je ne suis qu'un voleur, quoi. Parce que si tu es administratif aujourd'hui, si tu ne voles pas, si tu ne mens pas, si tu n'as pas un projet à gérer, tu es nul. Le fonctionnaire béninois gagne pour vivre 8 jours, 10 jours. Son salaire ne peut pas suffire pour vivre 10 jours. Mais il vit 30 jours et il fait des choses extraordinaires. Ce n'est pas logique. Il faut qu'on revoie tout ça. Il faut que le fonctionnaire béninois gagne pour vivre 35 jours au moins, quoi. Et travailler, qu'on lui exige du travail. C'est les réformes qu'il faut faire ça. Parce que tant qu'il sera obligé de voler, il peut induire aucun développement. C'est-à-dire, moi, je le dis souvent aux jeunes, si c'est pour aller voler et mentir, aller à la fonction publique, mais si vous voulez contracter avec la terre, vous devez être honnête. Vous devez être, parce que la terre, on ne ment pas à la terre. Et il faut de la perfection, parce que 1000 moins 1, ça donne 0. Lamine Cissé, on parlait de souveraineté alimentaire. On va sortir donc bientôt de cette émission. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui pour que l'Afrique, véritablement au sud du Sahara, puisse y parvenir? Oui, il faut d'abord décoloniser la politique agricole et aller vers la maîtrise de l'eau. Et cette maîtrise de l'eau qui permettra aux paysans de mettre les paysans traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, il y a des modernes qui se réclament paysans, qui vont acheter les terres des paysans. Mais permettre à ces fermes traditionnelles d'être beaucoup plus performants et de travailler, je dis 300 jours sur 365 jours. Parce qu'en fait, ils sont très mis au chômage et puis diversifier l'agriculture. Il faut diversifier l'agriculture et permettre l'agriculture qui nous nourrisse. À l'image du Maroc, les pays du Maghreb. Je prends le Maroc comme exemple parce que le Maroc est en train d'intégrer la CEDEAO. D'ailleurs, il est observateur au sein de la CEDEAO et il est prêt à intégrer la monnaie commune et laisser sa monnaie toutefois que cette monnaie commune est adoptée. Mais regardez le Maroc, le développement endogène, l'agriculture, ils sont performants, ils ont transformé, ils sont au standard européen. Mais nous pouvons le faire. Merci à vous. Dr Babadjili, en 30 secondes. Oui, il faut d'abord que l'enfant de Béninois, que chacun est ici, devienne enfant du Bénin. Il faut que chaque homme entre dans le patrimoine du pays pour que le pays le mette au travail pour qu'il soit créateur de richesse. Tant qu'on ne va pas transformer les enfants de Béninois en enfants du Bénin, on ne pourra rien avoir. Tant que chaque enfant sera enfant de ses parents, et que chacun va se débrouiller comme il peut. On ne peut pas organiser une économie nationale. Il faut que les gens cessent de penser dans se nourrir, se loger, se vêtir et commencent par penser nourrir, instruire. Parce que je dis, et comment on appelle, rêver, instruire, c'est
construire les usines pour fabriquer les bics, les cahiers et autres. C'est sur ça que se fondent beaucoup d'économies. Merci à vous, Dr Babadide Michel. Vous êtes inventeur de la Maison du Paysan, initiateur du moins de la Maison du Paysan, un concept qui fait déjà école partout ailleurs. Lamine Cissé, on ne vous présente plus, romancier, panafricaniste, Bontin. Merci également d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Le débat sur la souveraineté se poursuit, c'est bien sûr également au plan monétaire, c'est également au plan politique. On en reviendra avec nos invités pour en parler. De long en large, c'était votre émission ici et ailleurs sur SICA. À chacun et à tous, à très bientôt.